Hi everyone, welcome to Newcast, the podcast that brings you closer to your favorite authors. Every month we'll be discussing their journey as writers, their inspirations, writing processes, and much more. Salut Bastien, Salut Alicia, on se retrouve, c'est bon, on se on n'est pas perdu. retrouve. Du coup, je suis contente de t'avoir pour ce podcast qui normalement devrait être le deuxième podcast de cette nouvelle série dans laquelle on présente des auteurs pour qu'ils nous parlent du coup de le quotidien d'un auteur et de leur expérience personnelle. Donc pour ceux qui te connaissent pas ou qui te connaissent peu, est-ce que tu peux te présenter très brièvement et nous parler de ton novel? Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Bastien Martins, mais je suis plus connu sur internet sous le pseudonyme de Le Tropeur, ce qui est le nom de ma chaîne YouTube, dans laquelle, je parle justement, d'écriture et de narration et du coup, à côté de ça, je suis aussi auteur évidemment parce qu'à force de parler d'écriture et de narration, au bout d'un moment, il faut aussi que je mette la main à la pâte. Donc du coup, j'écris un web novel, qui s'appelle Renégat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Renégat très brièvement et nous exposer un peu le synopsis? Très brièvement. Alors, Renégat, c'est un space western, dans la veine des univers à la Firefly, Cowboy Bebop, et tout ça, dans lequel on va suivre l'équipage du Misery, un vaisseau de contrebande, en très mauvais état, et un équipage qui n'a pas beaucoup de chance et qui va se retrouver embarqué dans des aventures, compliquées et pleines d'obstacles à cause d'une jeune fille qui un jour tombe du ciel et est récupérée par, l'homme à tout faire du vaisseau qui s'appelle Nyx, qui est plus ou moins le personnage principal. Et donc on va suivre les péripéties de ces personnages qui essayent d'échapper, à une entité nommée la Corp, qui ne n'a aucun problème, au fait de tirer à vue et de les massacrer, s'ils peuvent récupérer cette jeune fille. Et donc, leur objectif, c'est de survivre, et en survivant, ils doivent donc s'enfuir à travers la galaxie, voyager sur de nombreuses planètes et découvrir un peu cet univers qui se développe au fil des chapitres. Du coup, comme tu parles d'univers, comment est-ce que tu as construit l'univers de Renégat? Alors, à la base, toute base, j'avais écrit une nouvelle pour un concours de nouvelles, et ça n'avait rien à voir, c'était, une nouvelle steampunk, mais en fait, le thème de cette nouvelle, c'était, un truc genre ça devait être les 9 mondes, et du coup, je me suis imaginé: «Tiens, vas-y, qu'est-ce que je peux imaginer avec 9 mondes?» Et donc j'ai commencé à imaginer, voilà, 9 planètes différentes, et avec chacune ses particularités, et cet univers-là, du coup, je l'ai repris pour Renégat en essayant de le coller plus à un univers, de science-fiction dure avec, un peu plus de réalisme, un peu plus un aspect moderne. C'est pas du steampunk, c'est plutôt du cyberpunk d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de prothèses et de gens qui se font amputer dans ces histoires, et du coup, oui, en fait, j'avais créé ces planètes et je me suis dit: «Bah, elles sont assez intéressantes parce que, je me suis dit, le problème souvent en science-fiction, c'est que quand on crée des planètes, on crée des planètes, qui ont un seul biome, une seule, voilà, genre la planète de glace, la planète de feu, la planète voilà, et alors que les planètes ne sont pas comme ça. Et moi je me suis imaginé genre, et si ces planètes avaient plus ou moins un seul biome, mais pour une raison derrière, qui serait par exemple, bah, une des planètes, elle sert à générer les matières premières, en métal pour toute une fédération. Donc du coup, c'est une planète désertique parce qu'ils ont juste besoin de miner dessus, et à côté, ils se font transporter l'eau, d'une autre planète. Donc ils ont une planète où ils cultivent, et à chaque fois, en fait, je me suis basé là-dessus pour imaginer créer une économie, interplanétaire faite avec, dans un monde où justement c'est une corporation qui va abuser des ressources, des planètes comme elle le jusqu'à ce qu'il y ait plus rien quoi, qui a pour but juste de dévorer encore et encore, d'aller plus loin, et quand elle a plus assez de ressources, elle prend une autre planète. Et du coup, je me suis dit: «Avec ça, on peut créer ces sortes de planètes, à biome unique, mais d'une façon un peu forcée, qui a été un peu forcée par la terraformation, par ces entités». Et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à créer ce truc. Je me suis dit: «Si jamais on est dans ce monde, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui vivent dedans? Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels?» Et ensuite, c'est de là que je suis parti sur mes personnages, quoi. C'est des gars qui essaient de survivre dans ce monde assez dégueulasse. Donc en fait, puisque tu t'es inspiré de quelque chose que tu avais précédemment écrit, est-ce qu'on peut dire que dans Renégat, on a plusieurs planètes et le nombre exact de planètes que tu avais créées au départ? Et est-ce qu'elles ont le même fonctionnement? Alors c'est à peu près ça, il y a 9 planètes, en tout cas 9 planètes qui sont, dans un habitables.
Il y a sans doute des plans pour que d'autres planètes soient terraformées pour le moment, mais que c'est en projet. Mais donc du coup, oui, dans l'univers de Renégat, on retrouvera, maximum 9 planètes, qu'on peut visiter. Et à partir de quel moment et à partir de quel moment est-ce que tu as eu le déclic de te dire: «Bah, tiens, moi, j'ai envie, justement d'explorer, un peu plus cette histoire, de creuser et de continuer au final»? Alors à la base, en fait, Renégat, c'était un texte que j'avais écrit juste pour me débloquer d'un syndrome de la page blanche. Je bossais sur un autre bouquin que j'écris et je bloquais complètement, j'arrivais pas à écrire. Je me suis dit que j'allais écrire là sur les 2 heures qui viennent, donc je vais écrire sur les 2 heures qui viennent. Je vais juste écrire autre chose parce qu'au moins ça débloquera un petit peu le le carburant, on va dire, carburant d'écrivain. Et du coup, j'ai juste pris un truc, dans ma tête, je me suis dit: «Tiens, je vais écrire une histoire avec, si jamais mes potes, on était dans l'espace et puis qu'on allait dans cet univers que j'avais déjà imaginé pour une nouvelle, mais, au lieu de faire un truc steampunk, je vais partir dans une direction plus cyberpunk parce que c'était l'humeur dans laquelle j'étais à ce moment-là». Et donc j'ai juste écrit, un truc de, je sais pas, 10 pages. 10 pages qui reprennent en fait les mêmes événements que ce qu'on retrouve dans le premier volume de Renégat qu'on peut lire. C'était beaucoup plus condensé, beaucoup plus, court. On allait directement du début du volume à la fin, la course-poursuite, il y avait pas de répit, il y avait beaucoup moins d'étapes et je me suis juste dit: «Bon, bah, ouais, c'est un petit truc rigolo», mais j'aime bien les personnages que j'ai créés en me basant sur mes copains parce que je trouve, ben, je les connais bien, donc du coup, c'est assez facile de les écrire et c'est juste qu'en fait, après coup, je me suis dit: «Tiens, cette petite histoire, elle est sympa, mais ce qui manque, c'est peut-être quelque chose d'épisodique dedans». C'est parce qu'en fait, je me suis dit: «C'est pas le genre d'histoire qui marche en un coup, c'est vraiment une histoire qui fonctionne par à-coups, par on avance petit à petit dedans, on retrouve semaine après semaine ces personnages, ça peut marcher». Ça me faisait penser moi au manga que j'adorais, c'est genre, voilà, épisode après épisode, semaine après semaine et je me suis dit: «Bah tiens, je vais pourquoi pas faire ça?» Et en fait, ouais, le déclic, c'est sans doute quand j'ai commencé à faire des recherches sur le light novel, le phénomène du light novel, au Japon et en Chine et en Corée. Hem et qui arrive déjà aux États-Unis et petit à petit, vers chez nous. En fait, c'est juste je me suis dit: «Bah, il y a des gens qui font ça et puis qui se font lire et c'est un mode d'édition auquel on pense pas parce qu'on est toujours en mode: "Ah bah non, moi, il faut sortir un bouquin ou une trilogie et il faut que ce soit voilà". Et moi, je me suis dit: «Non, bah, ce que je peux faire, c'est que je peux me libérer de ça. J'ai ma petite histoire qui est comme un dessin animé du dimanche matin. Je la sors tous les dimanches matins, c'est le petit dessin animé pour tout le monde et c'est super agréable à faire, c'est super fun et franchement, c'est un truc que j'ai rarement pris autant de plaisir à écrire sans me prendre la tête. C'est un plaisir. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué, en lisant, chaque chapitre, mais à la fin, tu as vraiment, un élément de suspense, un petit cliffhanger qui donne envie de continuer. Est-ce que tu construis tes chapitres avec, l'idée que voilà, moi je veux que mes lecteurs à la fin, ils aient envie de lire, la suite? Mmh, oui, non, mais oui, mais en fait, là, ma grosse inspiration pour ça, c'est la série Doctor Who et notamment la série classique dans les années, 60-70 où tous les épisodes se terminaient par un cliffhanger parce qu'il fallait voilà, tu as une semaine en d'attente, la télé à l'époque, tu as pas de rediffusion, hein, donc il faut que tu vois l'épisode. Si tu l'as vu, tu dois avoir envie de revoir le prochain parce que sinon c'est raté et moi, c'est juste, voilà, ça m'a j'avais envie de faire un truc comme ça et quand j'écris un chapitre, en général, avant de commencer à écrire, j'ai mon point de départ et mon point d'arrivée. Je sais où est-ce que je vais emmener la scène ou les scènes, s'il y a plusieurs scènes dans le chapitre et moi, mon objectif, c'est juste de relier les points. Mais je sais que, voilà, si je commence mon chapitre, au début, il tombe, sur une fille dans la ruelle. À la fin, la fille, elle a massacré des gars et puis elle tombe dans les pommes devant lui et qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu ça que j'ai envie que les gens se disent quand ils arrivent à la fin du chapitre, c'est: «OK, maintenant quoi?» Parce que c'est ça qui fait qu'ils auront envie de lire la suite. Et c'est aussi en écrivant, c'est aussi ça pour moi, j'écris ça, j'arrive sur mon cliffhanger, je sais pas forcément ce qu'il va y avoir après quand je fais mon premier jet, parce qu'évidemment j'écris avant de publier, les volumes en entier. J'écris pas chapitre après chapitre, et je les publie. Moi j'ai besoin d'avoir une vision quand même d'ensemble du volume. Mais, au moment où j'écris, moi je suis pareil, je suis dans la même attente OK, ils sont allés de ce point-là à ce point-là, j'ai peut-être une idée vague de où ils vont aller, mais je me laisse la possibilité d'aller dans une direction complètement, différente
parce que, juste je me dis: «Bah, là l'histoire elle va être plus intéressante comme ça» et d'ailleurs notamment le volume 2 là qui est en train de sortir, la fin du volume 2 c'était un truc qui était absolument pas prévu. Alors, il faudra attendre pour le lire, mais une fois que ce sera sorti, c'est la fin du volume 2. C'est une idée qui m'est venue vraiment sur la fin où je me suis dit: «Mais si, mais je vais faire ça, ça va complètement bouleverser tous mes plans, tant pis, parce que c'est vachement plus intéressant» et je pense que c'est enfin, tu vois, pour moi en tant qu'auteur, faire des trucs qui me surprennent, c'est génial. Du coup, la fin du volume 2 est bouclée. Ah oui, oui, moi j'en suis au volume 4, Ah oui, d'accord. OK. Non, mais en plus, c'était la question que j'allais te poser justement. Jusqu'où est-ce que tu as réussi, à écrire et est-ce que tu en vois le bout? Alors là, j'en vois pas le bout parce que, bah, là j'en suis au volume 4 qui commence à être plus dur à écrire parce qu'il se passe beaucoup plus de trucs. Maintenant on connaît les personnages et donc on peut moins se reposer sur l'événement de découverte et là alors d'un côté, c'est un grand plaisir parce que je peux jouer avec ces personnages, je peux un peu, essayer d'explorer leurs limites, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Mais du coup, c'est plus compliqué parce que, il y a beaucoup de personnages, plus ça avance, plus il y a de personnages. Ensuite, le truc, c'est que, j'essaie aussi de faire découvrir mon univers sans que ce soit lourd et c'est cet équilibre qui est difficile à trouver, parce qu'au début, tu découvres, je ça va vite, mais après il commence à y avoir des liens logiques qui se créent, donc ça devient un peu lourd si tu as pas tout suivi. J'ai peur que les gens, lâchent en se disant: «Bah, j'ai pas compris pourquoi il y a ça», donc il faut essayer quand même de garder un flux d'informations, quand même pas trop important. Et donc du coup, là, j'en suis au volume 4. Moi, dans mon plan, il y a 10 volumes et toujours la possibilité que ça fasse plus parce que, bah, par exemple, le volume 2, au final, il a été divisé en 2. Ça a fini par faire le volume 2 et le volume 3. Heu, en gros, je me suis rendu compte que l'histoire que je voulais raconter, elle tenait pas sur 10 chapitres, il m'en a fallu 20. Le volume 4, là, j'arrive à j'ai dépassé la moitié du volume 4 et je me rends compte que je voulais en faire 2. Je vais sans doute devoir en faire 3 pour cet arc-là. Je pense en termes d'arc comme pour un manga parce que c'est plus simple que de penser en termes de volume. Au début, je voulais faire ça, je voulais faire un volume, un arc, mais je me suis rendu compte qu'il y a pas la place. Si je veux vraiment pouvoir développer les personnages, avoir des événements marrants, des trucs, enfin, que ce soit intéressant à suivre, il faut que j'ai plus de place. Donc je pense en termes d'arc et là, je me dis, par exemple, là, je suis sur mon volume 4. L'histoire que j'ai commencé dedans, elle va durer encore 2 volumes parce que je suis à peine à l'intro et j'ai déjà fini à l'introduction de l'intrigue que j'ai prévue et je suis au chapitre 6 ou 7. Et comment est-ce que tu arrives à justement, te limiter ou du moins, arriver à trouver un certain cadre, une certaine structure dans ce que tu écris? Alors, en gros, ce que je me suis imposé comme limite, c'est les 10 chapitres par volume. Pour moi, ce qui est important, c'est que quand tu as fait ces 10 chapitres, tu as quand même une histoire, avec un début et une fin. Même si c'est pas la fin de l'arc, tu as quand même eu tout un tu as fait un chemin. Tu as avancé sur un chemin et tu es arrivé au bout de ce chemin et tu vois qu'il y a un autre chemin qui est juste devant parce que c'est ça à la fin, c'est à la fin du 1er volume, par exemple, tu finis une histoire de course-poursuite, ils se sont échappés, maintenant quoi? Bah, c'est vrai, c'est le même truc que les cliffhangers entre les chapitres, c'est maintenant quoi? Et moi, ce que je me dis, c'est que quand tu arrives au 10e chapitre d'un volume, il faut que tu aies quand même un certain sentiment de satisfaction. Un minimum de satisfaction, ou bien que, ce soit un gigantesque cliffhanger. Il faut que ce soit le genre, soit c'est: «OK, on est arrivé à la fin de cette histoire, à la fin de cet arc», ou alors: «Waouh, OK, donc ça, c'est ce qui m'attend» et j'essaie de garder sur ces trucs-là, genre, il faut pas que ça se termine sur un chapitre, pas très intéressant où il se passe pas un gros truc pour les personnages. Heu, Moi, j'essaye de me dire: «Il faut qu'il y ait un impact qui va, pousser les personnages dans une direction». Et je pense que c'est ça mon truc, c'est que je suis libre sur les chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Même si quand j'arrive vers chapitre 6, 7, c'est là où je me dis: «OK, attention, faut atterrir». Mais j'essaye, ouais, d'avoir un point d'atterrissage ou un point d'accroche sur les chapitres 10 et en gardant ces structures-là, ça m'aide quand même beaucoup à pas trop m'éparpiller, quoi. Parce que du coup, tu t'éparpilles en général quand tu écris? Enfin, tu pars un peu dans tous les sens ou Oui, absolument. Non, mais clairement, en fait, déjà, j'ai déjà viré une limite, que je m'étais imposée au début de Renégat, à l'époque où Renégat n'avait pas encore de titre, beh, où ça s'appelait juste Space Western parce que les titres, c'est compliqué. Mais du coup, en fait, dans l'histoire, au début, moi, je m'étais dit: «Je vais faire, 4 pages à chaque fois sur mon traitement de texte». Donc je m'arrête à 4 pages sur le traitement de texte, ce qui fait, l'équivalent à environ 8 pages à 5, à peu près.
et j'ai tenu ça jusqu'au volume, 3, non, jusqu'au dernier chapitre du volume 2. Dernier chapitre du volume 2, c'est là où je me suis dit: «Si jamais je fais 4 pages, mon histoire se termine pas là où je veux». Je me suis voilà, j'ai trop à dire, donc tant pis. Maintenant la limite, elle a sauté. Maintenant ma limite, c'est les chapitres, je les fais entre 4 et 10 pages. Volume 4, les chapitres sont très longs. Ça a beaucoup changé avec le temps. Mais, il y a des limites qui sautent parce que oui, j'ai au bout d'un moment, tu te dis: «Ouais, non, je vais pouvoir y arriver à tout placer dans cette limite-là», et au final, tu te rends compte que, ben, ça marche au début de l'histoire quand tu as pas beaucoup de choses à placer, pas beaucoup d'éléments avec lesquels jongler, mais plus ça avance, plus tu as de personnages, plus tu connais tes personnages, parce que quand tu connais pas trop tes personnages au début, même si c'est des personnages que tu as inventés, tu restes assez simple dans leurs réactions, tu vois? C'est action, réaction, mais au fil du temps, tu commences à rentrer un peu dans leur tête, dans leur psychologie et à te dire: «OK, c'est pas juste action, réaction, il y a un cheminement qui va mener à cette réaction parce que ce personnage, je sais qu'il est comme ça, je sais qu'il va réfléchir, je sais que, par exemple, il va vouloir parler à cet autre personnage de ce problème, donc du coup, il va falloir que je fasse une petite accroche, sur le côté où il va parler avec un autre personnage ou bien il faut que je fasse un instant de réflexion», et donc ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute parce que la matière devient riche en fait, là. Tu commences avec très peu et puis c'est exponentiel ensuite, et parfois je me dis: «Il vaut mieux que je dépasse mes limites, que je m'éparpille à peine et que je profite du potentiel que j'ai», parce que, voilà, il y est ce potentiel. Il y a des éléments en fait que je me rends compte, bah, ça c'est super intéressant, ou bien, par exemple, je vais lire des commentaires, sur le 1er volume, les gens vont me dire: «Waouh, ça m'intéresse», et je me pose des questions là-dessus et je me dis: «OK, les gens se posent des questions là-dessus, peut-être que ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour y aller», et du coup, ça impacte forcément. J'essaye toujours de me garder ma limite des 10 chapitres, mais ouais, non, je m'éparpille, totalement. Après, les idées que tu as, est-ce que tu les réutilises quand tu sais que tu peux pas dépasser cette limite? Oui, oui, bah, si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui va pas passer, que je vois que ça risque de trop casser le rythme, je sais que j'ai énormément de chapitres devant moi pour les placer, ces éléments. L'important, en fait, c'est juste il faut qu'au moment où ça arrive à point nommé. Si jamais je présente une nouvelle planète, si jamais au premier chapitre où on arrive sur cette planète, je décris tout l'écosystème de la planète, tout comment ça fonctionne, toutes les ça va être un peu lourd, alors que si au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils découvrent, voilà, c'est pas grave qu'on ne sache pas exactement où on est, quels sont les intérêts en jeu, tant qu'on n'en a pas besoin dans l'histoire, et donc ce que j'essaie de faire, c'est parfois je fais une petite allusion à un truc, dont je vais parler plus tard. Je mets le nom d'une société, le nom d'un groupe, et puis, j'en parlerai pas avant 10 chapitres, mais au moins comme ça arrive au bon moment. Et c'est vraiment l'important, c'est que ça ce soit au service de l'histoire et pas juste, pas juste un article Wikipédia où je balance mon univers, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis, comme ça, le lecteur qui sera vraiment assidu va pouvoir repérer les petits détails que tu as mis en place 10 chapitres avant. Ouais, j'essaie de faire un truc qui est agréable à relire après. Moi, Ouais, je pense, j'essaie de faire un truc, voilà, la première lecture, elle est cool parce que tu as tous les petits twists, toutes les petites, révélations et tout. Tu découvres les personnages, mais j'essaye de placer des petits éléments qui te prévoient un petit peu l'avenir, les choses qui viennent sans être trop, évident. Mais juste quelqu'un qui a suivi, tu vois, il fait: «Ah, je me souviens de ça, je me souviens de ça, je me souviens de ça, mais oui, mais c'est ça!» Et ça, c'est super gratifiant pour un lecteur d'avoir, juste, être récompensé pour suivre les détails. Moi, je trouve que c'est génial en tant que lecteur, donc en tant qu'auteur, j'essaie de l'implémenter quand je peux. et puisque justement tu utilises, des plateformes, d'édition où tu peux interagir avec, tes lecteurs, est-ce que c'est quelque chose que tu fais et est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin pour, créer? Je pense que ça aide beaucoup d'avoir, les retours, des lecteurs, notamment parce qu'en fait, quand tu écris traditionnellement, que tu vas écrire par exemple une trilogie, tu vas l'écrire en entier, en général, et la publier. Tu peux pas corriger, les choses que parce que quand tu es auteur, même si tu as des bêta-lecteurs, parfois tu vas pas réaliser certains du potentiel que tu pourrais utiliser, ou bien un problème dans ton texte, un problème de logique, un problème, juste, voilà, un problème thématique. Hem Alors que quand tu publies comme ça en ligne, chapitre par chapitre, tu peux directement avoir le retour des gens qui vont te faire, enfin, ça va te donner des idées, évidemment, et même si que ce soit des critiques positives, négatives, que ce soit des critiques construites ou juste une petite remarque de quelqu'un qui a pensé à un truc, c'est une mine, c'est un puits dans lequel, tu peux trouver, des idées d'une richesse incroyable, et moi je pense, bah, voilà, par exemple,
Les 3 premiers volumes, de Renégat, j'ai terminé avant de commencer à publier le premier. Et à chaque fois que je publie un chapitre, je fais une séance de réécriture. Je réécris le chapitre pour que déjà ça colle mieux avec ce que j'ai écrit après et aussi pour, intégrer les idées que les gens peuvent m'avoir données, me dire, «Tiens, ben, voilà, là, je me rends compte que les gens sont intéressés par la psychologie de ce personnage-là, et si je prenais plus de temps pour le développer, pour aller dans sa tête?» Et je pense que ça enrichit grandement ma réécriture. Je pense que si c'était juste moi avec mon recul, personnel et peut-être les avis de mes bêta lecteurs, j'aurais pas autant en fait, il y a un esprit de ruche sur internet, donc il y a toutes les idées sont là. Toutes les idées sont là, il y a qu'à se servir quoi et c'est incroyable. Les gens sont enfin, l'esprit des gens me fascine. Ils voient des choses, ils imaginent des choses auxquelles moi j'aurais jamais pensé, et c'est juste parce que voilà, on a tellement d'esprits différents, il y a tellement de gens différents qui vont lire que forcément tu vas avoir des idées auxquelles tu aurais jamais envisagé ça et ça c'est super, c'est franchement c'est un plaisir aussi. Ça t'est déjà arrivé regarder les commentaires ou les suggestions de tes lecteurs et de dire, bah tiens, ça, pourquoi pas l'intégrer dans la suite, dans un volume qui serait peut-être pas encore sorti? Oui, 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 clairement. Clairement, clairement. Il y a des idées qui ont été proposées où je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que là, il y a un truc à explorer, peut-être, dans une suite, peut-être, dans un autre truc», si jamais, parce que je ne m'empêche pas un jour ou l'autre de faire des chapitres hors série ou des petits trucs bonus qui serviront surtout à enrichir l'univers sans pour autant, voilà, rajouter à l'histoire, sans l'alourdir. Donc il y a toujours plein de petites idées là comme ça qui pop et que j'ai envie de prendre parce que, enfin, surtout c'est des questions en fait. C'est quand les gens posent des questions que c'est intéressant. Que bon les suggestions en mode: «Tu devrais faire ça, tu devrais faire ci», en général, j'aime pas trop, parce que j'aime pas du tout, cette façon de rediriger les gens genre, «Ah, tu plutôt dû faire comme ça, tu plutôt dû faire comme ça, non, j'ai fait comme ça, il y a une raison, essaye de suivre mon histoire, s'il te plaît». Mais c'est quelqu'un qui pose une question, par contre: «Pourquoi t'as fait ça?» Ça m'intéresse, ça me plaît. «Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça comme ça?» Ça j'aime bien. Oui, le retour constructif, c'est sûr que c'est plus intéressant et puis, au final, tu pourras pas plaire à tout le monde. Non, Tu auras c'est pas le forcément but. des retours, négatifs à un moment ou un autre, et c'est pas grave en soi, Non, non, clairement, moi je préfère ne pas plaire à des gens parce que j'ai tendance à dire que, quelque chose qui plaît à tout le monde, c'est quelque chose qui ne plaît vraiment à personne. C'est si jamais c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour personne et avoir des gens qui n'aiment pas ce que je fais, ça me montre que je ne suis pas en train de chercher à cocher toutes les cases, faut que ça plaise à telle démographie, tel groupe démographique, nanana. Non, non, moi je fais une histoire qui va plaire aux gens qui vont l'aimer. Il faut qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas, il faut qu'il y ait des gens qui me disent qu'ils aiment pas et il y en a et ils ont raison et moi je prends ça comme un signe d'encouragement parce que ça veut dire que je ne fais pas quelque chose de fade. Ça veut dire que je fais quelque chose sur lequel on peut avoir un avis et donc si on peut avoir un avis dessus, c'est déjà quelque chose d'intéressant. et bah, oui, je pense qu'en tout cas pour, Renégat, tu pu susciter de l'intérêt. En tout cas, c'est un truc que j'ai remarqué, en lisant moi-même, ton novel et en voyant, par hasard un commentaire de notre l'une de nos UX designers qui avait commenté ton chapitre et qui l'avait trouvé très intéressant. Donc moi, ça a encore plus suscité mon intérêt pour Renégat et d'ailleurs je le conseille beaucoup. Je trouve ça assez fun et et j'avais justement cette question par rapport à comment est-ce que tu arrives à intégrer un humour parce qu'en fait dans tout le contenu que tu sors, que ce soit tes vidéos ou Renégat, il y a cette touche humoristique. Et est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi de d'y intégrer de l'humour? Oh oui, moi je pense que c'est ma personnalité, hein, c'est la personnalité d'un auteur transpire toujours dans tout ce qu'il fait. Moi, ma personnalité, je suis quelqu'un qui est très souvent au second degré, je suis très souvent, j'ai toujours beaucoup de recul sur la vie en général et donc du coup, quand tu as du recul, souvent c'est plus facile d'en rire et moi, quand j'écris mon histoire, si jamais je me rends compte qu'il y a un truc qui est un peu ridicule, je vais pas essayer de le cacher, faire le cache-misère en non, je vais en jouer. Ça va c'est comme toute l'histoire des hyper cigarettes, dans le premier volume, où au début je me suis dit, «Putain c'est ma ce serait juste marrant qu'ils aient des clopes du futur, mais que, bah, ce soit du marketing quoi, ce soit juste, clopes du futur pour les pigeons» et donc moi je l'intègre et ça me fait rire moi et je me dis que ça va faire rire les gens, mais c'est pas un truc calculé, c'est juste, moi ça me fait rire en fait, donc j'ai envie de faire rire aussi avec. Non, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments où justement, je pense que si ça te fait rire toi en tant qu'auteur et en tant que, bah, être humain,
ça fera forcément rire quelqu'un d'autre. Ça me paraît logique. Mais pour tes vidéos, c'est quelque chose d'un peu plus construit. Euh, et, euh, et justement, comment est-ce qu'on arrive à ajouter cette touche d'humour? La personne que j'avais interviewée précédemment, elle utilisait l'humour comme, pareil, quelque chose qui n'était pas calculé, mais pas comme quelque chose qui était de sa personnalité, plus comme, enfin, de son expérience, un mécanisme de défense. L'humour, ça a une capacité de désamorçage et c'est ça le mécanisme de défense de l'humour. Et je pense que c'est pour ça que l'humour s'est développé chez l'humain. C'est un truc qui te dit: «Tout va bien, t'inquiète pas, c'est bon, tu peux te relaxer». Je crois qu'il y a eu des études faites par des anthropologues sur le fait que le rire, s'est développé chez l'être humain parce que c'était une façon de dire, «C'est bon, il y a pas de prédateur autour, tout va bien, on peut rigoler. On peut faire du bruit, on peut montrer nos dents parce qu'il y a pas de danger». Et en gros, l'humour a cette fonction-là, je trouve aussi, quand tu écris une histoire, c'est genre, tu peux très vite te retrouver à te prendre trop au sérieux, à être trop en mode, «Ce qui se passe, c'est super important, c'est génial et tout et il faut qu'il y ait de la tension et tout». Et si tu désamorces pas de temps en temps, tu es sur, une tension constante et une tension constante, c'est pas bon. Que tu sois en haut ou en bas, si tu es constant, c'est pas bon. Ce qu'il faut dans une histoire, c'est les hauts, des bas, c'est faut que ça monte, faut que ça descende et il y a rien de plus pratique pour faire chuter la tension que de l'humour. Ça s'appelle le bathos, c'est, bathos. Le bathos, c'est le fait de faire chuter la tension dramatique avec de l'humour et par exemple, dans Renegade, tu as ce passage où, tu as, Kara, l'agent de la Corp, qui est emprisonnée dans le placard, et qui fait, «Vous ne m'aurez pas, ville terroriste!» et elle est à fond dans son truc, elle est super sérieuse et le capitaine qui répond: «OK». Parce que, voilà, on fait rechuter la tension et justement après on a une scène, où la tension va remonter un petit peu, où ça va un petit peu se prendre la tête et on repart de zéro donc là, cette scène, elle marque plus, elle a plus d'impact parce on est retombé avant. Alors que si j'avais continué tout le long en mode tout le monde est vénère, «Ah, ville terroriste! Non, je ne suis pas un terroriste, je suis un gentil contrebandier!» C'est pas intéressant. Le contraste, c'est le plus important en narration et l'humour, c'est une très bonne façon d'injecter du contraste. En plus, c'est vrai que dans Renégat, il y a beaucoup de choses qui, si elles ne sont pas annoncées avec de l'humour, ça va être très très tragique. Moi, je vais pas spoiler, mais c'est très violent. Il y a la main, qui reste accrochée à la cheville de Nyx, Ouais. et bah, ce passage-là, en fait, je me suis dit, si je ça commence en fait, c'est un trope qui s'appelle dépasser la ligne 2 fois. C'est-à-dire que tu as une sorte de ligne imaginaire, des choses qui ne sont vraiment pas drôles. C'est vraiment pas drôle, tu n'as pas le droit d'en rire et donc tu la dépasses une fois et ensuite tu la redépasses dans l'autre sens et donc tu fais quelque chose de vraiment pas drôle, genre, putain, il y a une main qui s'est fait arracher, qui est à sa cheville, c'est dégueulasse, c'est pas bien et puis ensuite il enlève la main, ah ça le dégoûte, tu redescends. La main tombe sur le sol et s'éclate, ah c'est sale. Puis ensuite il y a des gens qui sont sur un rooftop en train de boire une bière, qui voient la main, puis qui font: «Oh cool». Et là tu as passé la ligne plusieurs fois et donc tu es sur ce truc entre d'un côté c'est dégueulasse et en même temps c'est un peu drôle. Donc ça annule un petit peu le côté crade et en même temps ça renforce le côté drôle. Et j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup, essayer de garder bah, il y a aussi après un méchant qui meurt et qui tombe et il tombe devant une file d'attente et les gens paniquent et ensuite ils se rendent compte que le mec essayait pas de les doubler donc ça va. Et d'un côté ça te montre aussi là un petit peu genre comment réagissent les gens dans cette, mégalopole ultra violente et aussi, bah, c'est drôle quoi, c'est juste, c'est drôle et pourtant je viens d'écrire un truc un peu horrible. Mais en essayant de le dédramatiser comme ça, je pense que ça permet de montrer ces choses violentes sans pour autant faire de la violence gratuite et sans faire quelque chose qui mettra les gens mal à l'aise. Le but, c'est pas de mettre les gens mal à l'aise. S'il y a de la violence dans mon univers, c'est parce que c'est un univers qui obéit à certaines logiques, mais j'ai pas envie que les gens en lisant, se disent: «Oh putain, c'est horrible, je passe un mauvais moment parce que, je vois des trucs pas agréables», donc pour moi, je pense que c'est très important d'ajouter de l'humour, d'ajouter de l'absurde dedans pour aussi offrir du recul et bah, pareil, un mécanisme de défense aux gens. Et puis c'est aussi quelque chose que tu retrouves dans la construction de tes personnages, notamment le héros Nyx, qui a un côté un peu maladroit, un côté un peu anti-héros, qui est très très humoristique au final.
Et je trouve que c'est intéressant justement d'avoir ça dans un héros, parce que du coup, dans la fiction, on a beaucoup l'image enfin, un peu moins aujourd'hui, je pense, d'un héros qui est un peu parfait, qui n'a pas de défauts, qui peut pas faire des erreurs, au final. Et je trouve ça intéressant dans Renégat. En fait, le héros moderne, maintenant, le problème, c'est qu'il a toujours les mêmes défauts. C'est les défauts qui sont pas vraiment des défauts. Genre, les défauts, tu sais, que tu vois venir à 3 kilomètres parce qu'il faut qu'ils soient corrigés dans l'histoire. Genre, son défaut, c'est qu'il est pas, doué pour travailler en équipe. Comme ça, à la fin de l'histoire, il apprend à travailler en équipe. Il est pas il est genre trop égoïste. Il y a que des trucs comme ça, genre, son défaut limite, c'est il est trop fort. Parce qu'on n'ose pas faire des personnages qui sont ridicules, des personnages qui sont humains, quoi. Par exemple, c'est avec Nyx, ce qui est bien, c'est que on joue sur le classique du personnage de héros de shonen, genre qui est déterminé, qui fera tout pour sauver et tout, mais en même temps, il en a pas les capacités, il est largement au-delà de ce qu'il est capable de faire, dans la majorité des situations, heu et ça le rend plus intéressant parce que dans une situation donnée, tu te dis pas: «Ah bah, il va s'en sortir parce que c'est le héros», tu te dis: «Quelle connerie il va faire?» Parce qu'il va faire une connerie et c'est dans sa nature, c'est juste qu'il va avoir trop confiance en lui ou bien et il va pas être capable de résister au fait de sauver quelqu'un en danger, donc il va foncer en fait, ce que j'ai fait avec Nick, c'est que ses qualités sont aussi des défauts et ça, c'est plus intéressant que de lui donner des défauts, qui cochent des cases, pour qu'il ait suffisamment de défauts pour contrebalancer toutes ses qualités. Moi, j'ai fait des qualités qui sont des défauts, genre il a un gigantesque cœur, mais alors c'est pas du tout ce qu'il faut dans le monde dans lequel il vit. Genre, il faut être égoïste dans cet univers si tu veux survivre. Lui, il l'est pas du tout, il va sauver les gens dès qu'il les voit et c'est une mauvaise chose, c'est autant une mauvaise chose qu'une bonne chose et donc du coup, ça le rend très intéressant à écrire parce que, bah, au fil du temps, plus il va y avoir des challenges, plus il va y avoir des obstacles, surtout qu'il est opposé à un personnage, le personnage du capitaine qui lui est très pragmatique, qui est très, si jamais il faut tuer quelqu'un, je tue quelqu'un, il y a pas de souci. Nyx, c'est en mode: «Beh, il faut pas tuer, c'est pas bien». Et donc ça crée forcément des conflits. Et là, en même temps, volume 2, il va y avoir un gros conflit, je ne le révèle pas, mais qui se base là-dessus, sur ces personnages-là qui ont juste une vision du monde complètement différente, mais pour aucun des 2, c'est un défaut ou une qualité, les 2, c'est leur défaut qualité, en fait. C'est vrai, le capitaine, il est pragmatique, c'est son défaut, c'est sa qualité et Nyx, il est héroïque, c'est son défaut, c'est sa qualité. C'est vrai que c'est un peu ironique lorsque on a là un cas où la qualité va être un défaut, par opposition au processus d'écriture où le défaut est en vrai une qualité masquée qui se révèle un peu plus tard. Donc je trouve ça Trop assez cool. intelligent, Mais oui, c'est ça, il est trop perfectionniste. c'est ça, Ce que tu mets sur ton CV. les défauts de CV, les défauts d'entretien d'embauche, mais moi je pense à des genre, séries comme Sherlock, où le défaut de Sherlock, c'est qu'il est trop froid et qu'il aime pas les humains. Or qu'au final pas du tout, il y a plein de scènes où il montre qu'il est pas si froid que ça et qu'il aime les humains. C'est juste qu'il fallait qu'il ait ce défaut pour cocher la case. Et c'est très souvent ça dans beaucoup, beaucoup d'histoires, parce que les auteurs n'osent pas faire des personnages qui peuvent avoir honte, qui peuvent juste, ne pas être cool. Il faut que le personnage soit cool, il faut qu'il soit incroyable, qu'on vende des t-shirts avec le personnage dessus, donc on peut pas trop le descendre. Et donc du coup, c'est super dommage parce qu'un personnage qui a des faiblesses, c'est génial. Je pense qu'il y aurait pas autant de gens qui aiment un personnage comme Homer Simpson s'il avait pas justement ces gigantesques défauts qui sont aussi des qualités, tu vois? Homer Simpson, c'est un personnage, qui est pas intelligent, mais il a un grand cœur et on n'essaye pas de faire genre: «Non, c'est pas qu'il est pas intelligent, c'est qu'il cache son intelligence parce qu'au final non, il est pas intelligent et c'est pas grave» d'ailleurs moi j'essaye pas d'écrire des personnages qui sont, intelligents. J'ai des personnages qui sont plus ou moins intelligents, mais s'ils ont pas une information, ils vont pas la deviner je vois souvent ça revenir dans les commentaires, c'est genre les personnes qui disent: «Mais comment il a pu faire cette décision à ce moment-là?» Par exemple, chapitre 1, il est bourré, donc déjà, il se rend même pas compte de ce qu'il fait la moitié du temps, il va pas avoir une grande capacité de réflexion, et ensuite, c'est juste, il est dans une situation de panique et donc il va faire des mauvais choix et ça, c'est intéressant aussi. Parce que si jamais, les personnages faisaient tous les bons choix tout le temps en mode: «J'ai prévu ce coup-là, mais tu n'as pas prévu que j'ai prévu ce coup-là».
Oui, bon, bah, c'est rigolo 2 minutes, mais au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Ouais, et puis pour un contenu qui est sérialisé, savoir que ton personnage s'en sort à la fin, savoir qu'il va trouver la solution, ça rend pas vraiment l'histoire intéressante. T'as moins cet engouement, et tu t'inquiètes un peu moins pour ton personnage. Alors que si tu sais que c'est un personnage qui fait des mauvais choix, qui va faire un mauvais choix dans, dans son aventure, bah, là tu t'inquiètes pour lui, là tu t'inquiètes pour l'équipage, tu sais pas ce qui va se passer. Mmh. Et je sais pas si toi, dans la suite de Renégat, sans spoiler bien sûr, si des personnages principaux de l'équipage de Misery vont mourir, ça tu peux pas l'anticiper et c'est ça qui fait on s'intéresse à ton histoire. Mais que chaque dimanche, bah, on lit le chapitre qui sort. Moi, je pense que c'est vachement plus intéressant d'avoir un personnage qui va faire une erreur et une erreur que tu vas voir venir. C'est surtout ça que j'ai parce qu'au fur et à mesure que tu apprends à connaître ces personnages, tu commences à voir un peu comment ils réagissent. Si jamais tu te rends compte qu'ils ont tendance à prendre des mauvaises décisions, tu vas voir venir leurs mauvaises décisions et ça va être beaucoup plus intéressant que d'essayer de faire une surprise «Ouais, non, en fait, il a trouvé la solution parce» non, non, il a une erreur, tu la vois venir et en fait, c'est genre, c'est tu vois une voiture dont les freins ont été coupés et qui part en avant et tu peux rien faire, tu ne peux rien faire, la voiture va s'écraser et ça, c'est super intéressant parce que ça crée de l'anticipation. Tu es en train de voir tes personnages qui vont faire une connerie. Volume 2, il y a des personnages qui vont faire des grosses conneries et tu vas la voir venir de loin. Tu vas dire: «Mais pourquoi ils font ça?» et 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 ça, c'est super intéressant parce que ça te permet aussi de comprendre un peu comment ces personnages fonctionnent. Genre, tu peux te dire, ils fonctionnent pas forcément par logique ou bien ils ont une logique, qui ne fonctionnerait que s'ils avaient tous les éléments, à leur connaissance. Mais évidemment, ils savent pas ce qui se passe dans les autres, pour les autres personnages, donc ils vont faire une connerie et cette connerie qu'ils vont faire et bah, le fait que tu saches qu'elle va arriver, que tu la vois venir à 3 kilomètres, ça va la rendre encore plus forte parce que tu vas essayer de dire: «Non, fais pas ça!» et il va le faire et c'est moi je trouve que c'est vachement plus intéressant à suivre qu'essayer de surprendre le lecteur en mode, «Non, au final, il a trouvé la solution au dernier moment, il y a i la voiture s'est réparée toute seule, ou alors il y a un une usine de matelas au bout de la descente» c'est pas intéressant. Non, la voiture se crache et ça, c'est intéressant parce que tu l'as vu venir, tu as vu venir le crash. Je repense à la, saison 1 de Game of Thrones, qui je trouve elle est enfin le premier bouquin d'ailleurs, hein, c'est l'histoire est plus ou moins copié-collé, dans la série ou dans le bouquin, heu, où tu vois venir, mais à 3 ça si tu anticipes un peu, mais ou alors si tu connais déjà la fin, désolé pour spoil d'une série qui est sortie en 2011, mais Ned Stark, meurt à la fin à l'épisode 8, donc un peu avant la fin. Tu le vois venir. Tu le vois venir. S'il y a il à chaque fois, il y a un gros choix qui lui est proposé, genre 2 ou 3 fois. Il y a un choix qui lui est proposé. S'il l'accepte, il gagne. Mais il va à l'encontre de ses valeurs. Donc à chaque fois, il fait le choix pour ses valeurs, donc il perd dans n'importe quelle, série, tu te dirais: «Oui, bon, il va s'en sortir parce que c'est le héros, donc il peut suivre ses valeurs». Puis à la fin, non, il a suivi ses valeurs dans un monde dans lequel, il y a une logique qui s'applique et bah, il meurt et il meurt et il meurt et il aurait pu l'éviter et tu le vois, mais vraiment deux trois fois au fil des épisodes, la mauvaise décision qu'il prend à chaque fois, il fait que ça, il prend que des mauvaises décisions et c'est logique parce que ces décisions qu'il prend, elles fonctionnent par rapport au personnage qu'il est. Heu, Tu peux pas dire: «Il est stupide de faire ça». Non, il est pas stupide, c'est qui il est et je trouve ça c'est génial. Juste tu le vois foncer dans ce sans frein jusqu'à ce mur qu'il va se prendre et je trouve que c'est vachement plus intéressant que des twists qu'on peut avoir dans les saisons plus tard où, c'est juste, ta ta tin, tu t'y attends pas. Oui, cool. C'est Hitchcock qui disait que, si jamais tu fais une scène avec 2 personnages autour d'une table et d'un coup une bombe explose, tu as créé, une surprise. Mais si jamais tu fais une scène avec 2 personnages et que tu montres la bombe sous la table avec le compte à rebours, et bah, tu crées de la tension. Et la différence, c'est que tu peux avoir 10 secondes de surprise ou 10 minutes de tension. Et moi, je préfère largement 10 minutes de tension. Bien sûr, enfin, c'est comme ça que tu engages ton lecteur. Mais j'aime bien ton excuse de, c'est pas qu'il est stupide, c'est qu'il est comme ça. Oui, oui, mais C'est très intéressant, c'est un truc que tu peux réutiliser dans n'importe quelle situation. bien sûr, mais si tu comprends un personnage, tu peux comprendre, comment il peut mal prendre une décision, comment peut prendre une mauvaise décision. Parce qu'on a tous déjà pris des mauvaises décisions. Et c'est pas parce qu'on est stupide ou parce qu'on fait pas gaffe, c'est parce on a des valeurs, on a des connaissances, on a des principes qui font qu'on va prendre cette mauvaise décision,
et moi, je pense que si tu sais comment ton personnage, réagit dans toute situation, tu peux lui présenter des situations où il aura pas le choix, il va faire la mauvaise dé prendre la mauvaise décision. Parce que c'est qui il est et voilà, en tant qu'auteur, il faut juste connaître ses personnages et si tu connais tes personnages, tu peux les amener dans n'importe quelle direction juste, voilà, en sachant quels obstacles ils ne seront pas capables de surmonter. Peu importe la situation, cet obstacle-là, je sais que ce personnage, il peut pas la surmonter. Donc je lui mets, évidemment. D'ailleurs, en tant qu'auteur, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'auteur et des choses que tu as apprises, soit sur le tas ou que tu as appris de textes plus théoriques? Moi, en tant qu'auteur, j'ai commencé à écrire très tôt, au collège, j'écrivais déjà des histoires courtes, et j'ai écrit mon premier roman quand j'avais, 16 ans, et le 2e, 17-18 ans et donc c'est des romans que j'ai, par exemple, que j'ai, autopubliés, avec une plateforme qui proposait ce service d'auto-édition, et déjà ça m'a appris que, publier un livre, ça ne veut rien dire et ça n'est rien du tout. Premier conseil pour tous les auteurs, hein, c'est pas parce que vous avez écrire un livre, c'est la partie facile, publier un livre, c'est la partie intermédiaire. Communiquer autour d'un livre, ça c'est ton métier. C'est ton métier d'auteur. Tu dois communiquer autour de ton bouquin, tu dois faire, je ne sais combien de choses pour que les gens en parlent. Mais déjà voilà, c'est une bonne leçon à apprendre très tôt. Comme ça, tu te rends très vite compte que si tu aimes pas ça, ben, il va falloir réfléchir à est-ce que tu as vraiment envie d'être auteur ou est-ce que tu as envie d'écrire? Pas la même chose. Et ensuite, moi en tant qu'auteur, vraiment, j'ai eu un parcours, de sur le tas quoi. J'ai appris, en écrivant juste parce que quand tu n'écris pas, tu te dis que c'est facile et au fur et à mesure que tu écris et que tu apprends que ça n'est pas facile du tout, tu développes en gros cette capacité à comment? À anticiper les problèmes que tu vas rencontrer. Parce qu'au début, la première fois que tu écris un bouquin, tu te dis: «Ouais, je vais faire une trilogie, ouais, genre, je peux le faire, je vais le faire en 1 mois, je vais écrire une trilogie complète». Ensuite, tu te rends compte qu'en 1 mois, tu as écrit 3 chapitres, et tu apprends. Tu apprends au fur et à mesure et ensuite tu apprends que: «Tiens, j'ai envie d'écrire cette scène comme ça», puis tu te rends compte: «Tiens, je sais pas du tout comment décrire l'action que j'ai envie d'écrire». J'ai écrit une scène d'action, il y a un combat à l'épée, je ne me suis jamais battu à l'épée, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, j'ai pas du tout le vocabulaire, heu et donc il faut un peu se planter pour apprendre et vraiment mon parcours d'auteur, c'est un parcours d'échecs. Le nombre de bouquins que j'ai commencé et que j'ai pas terminé, le nombre de scènes que j'ai jamais réussi à écrire, le nombre de nouvelles que j'ai abandonnées en cours et tout ça, c'est super important pour mon développement en tant qu'auteur. C'est que si jamais je m'étais pas autant pété la gueule, j'aurais pas été capable juste de me relever. Parce que, en fait, tu commences au sol et tu ne sais même pas que tu vas tomber. Tu sais même pas que tu vas tomber parce que tu penses que tu es debout. C'est ne pas avoir écrit, c'est être allongé par terre et se dire: «Oh, je marche». Et il y a qu'en se levant que tu te casses la figure et puis tu te rends compte qu'en fait non, tu sais pas marcher et puis que tu n'as jamais été en train de marcher et donc il faut se casser la figure, quoi. Moi, c'est vraiment ça la leçon que j'ai appris, et que j'apprends encore. Ça m'arrive encore d'écrire des trucs et d'abandonner ou de me rendre compte que j'ai pas le niveau et tout. Il faut il faut rencontrer l'échec. L'échec, c'est le meilleur des maîtres. Et les premiers romans que tu as écrits, ils sont toujours disponibles en ligne? Ils sont toujours disponibles, sur le site de l'éditeur qui s'appelle Edilivre. Je crois qu'il c'est imprimé à l'unité, donc il peut même exister en version papier. Il coûte une blinde. C'est imprimé à l'unité évidemment. Mais ce ne sont pas des lectures que je recommanderais parce que voilà, j'ai écrit ça, j'étais très jeune, j'étais pas du tout, je me considère pas encore comme un bon auteur, donc à l'époque, je me considère très clairement comme un mauvais. Et par rapport à ces romans que tu as écrits quand tu étais plus jeune, comment est-ce que tu as réussi à te faire publier? Alors dans ce cas précis, moi c'était du coup une maison d'édition, enfin de publication plutôt qui s'appelle, Edilivre. C'est juste c'était moi j'avais mes manuscrits que j'avais écrits et je me suis dit: «Tiens, je vais regarder, comment je fais pour le publier» et il y avait une annonce pour leur site, qui, en gros, n'est pas vraiment à compte d'auteur si tu ne demandes aucun service.
donc juste, ils te servent d'imprimeur, en fait. Mais ensuite, c'est à compte d'auteur pour tout le reste, la correction, la couverture, tout ça, c'est à compte d'auteur et donc tu peux gratuitement, te faire imprimer par eux. Et ils te donnent un ISBN et ils t'inscrivent au registre et tout, mais c'est tout. Donc il existe des services comme ça. Est-ce qu'ensuite c'est une bonne solution? Ben, c'est une bonne solution si derrière toi tu es capable, ben, de faire ta propre couverture, ta propre correction ou bien si tu as l'argent et je ne recommanderais jamais de publier à compte d'auteur parce que c'est tu perds ton argent, hein, c'est tout. Hem mais ensuite, si tu fais une publication comme ça, il faut que tu sois capable, toi, tout seul derrière, d'assurer la communication. Parce qu'eux, ils le feront pas pour toi, c'est pas une vraie maison d'édition, si c'est de l'autopublication. L'autopublication, ça veut dire que tu vas devoir trouver des circuits, de salons littéraires, le jour où ça rouvrira, que tu vas devoir, trou contacter des médias, que tu vas devoir, faire parler de ton bouquin, faire parler de toi, et c'est un boulot à temps plein. C'est temps plein, hein, c'est du si tu veux pouvoir, te faire lire et te faire, connaître et que ton livre te rapporte un maigre profit, tu dois le faire à temps plein et tu gagneras très peu d'argent en plus dessus parce que sur ces services d'autopublication, tu dois avancer énormément d'argent, avant d'avoir quoi que ce soit. Faut que tu achètes tes bouquins pour pouvoir les revendre en salon avec toi, donc tu les achètes en plus gros nombre parce que sinon ils coûtent trop cher et donc tu vas te trimballer avec, une valise remplie de 100 bouquins, et est-ce que tu vas en vendre 100? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que les éditeurs sont importants. Tu as besoin d'être accompagné, sur tous ces trucs parce que c'est un métier, c'est un vrai métier et si tu es tout seul, c'est voilà, c'est à temps plein, il y aura très peu de retour sur investissement, tu trouveras très difficilement des lecteurs. Donc je recommande pas franchement moi, faut ou alors faut vraiment avoir la niaque quoi. Faut se dire: «Moi j'y vais, je crois en mon bouquin au point que je vais me donner corps et âme dedans». Heu mais le truc, c'est quoi? Il y a des éditeurs qui existent et eux, c'est leur métier de croire en ton bouquin, de te dire si c'est possible de faire ça, de se jeter corps et âme dedans, et donc voilà. Si jamais tu ne trouves pas de maison d'édition, parce que c'est difficile, il y a toujours la publication en ligne et ça, au moins là, tu beaucoup moins d'investissement en temps et en argent et tu peux te développer un lectorat qui, lui, va te dire si ça vaut le coup de se lancer corps et âme, dans ton histoire. Est-ce que tu as appris, toi, de ton côté, des stratégies, on va dire, de communication, des moyens de faire ta propre promotion? C'est un peu compliqué parce que moi j'ai un autre projet, c'est ma chaîne YouTube qui m'offre une plateforme de communication donc tous les conseils que je peux donner, ça va être un petit peu des conseils qui viennent d'une tour d'ivoire. C'est que moi j'ai déjà un public, j'ai déjà des gens qui me suivent, j'ai déjà ma communication une partie de ma communication qui se fait, parce que j'ai travaillé pendant 5 ans dessus pour développer cette audience, pour développer ce public. Heu c'est pas la solution pour tout le monde. Je vais pas te dire: «Tu es auteur, deviens youtubeur». Certainement pas, ne faites pas ça. Ne devenez pas youtubeur, c'est une mauvaise idée. Mais construire une audience, et communiquer, c'est de l'acharnement, hein. Il y a pas d'autre truc, faut être acharné. Il faut pas avoir peur de contacter des gens. Ça, c'est vraiment le conseil important dans n'importe quel domaine. Il y a que les gens qui ne demandent pas qui sont sûrs de n'avoir jamais d'aide. Mais voilà, tu as un bouquin, tu sais pas quoi en faire, bah, contacte des éditeurs. Il y en a peut-être des éditeurs locaux, des petites maisons d'édition, ou bien, des périodiques qui parlent d'écriture, des sites, de publication qui voilà, tu contactes, tu envoies un message, tu leur dis: «Salut, j'ai ce projet-là, est-ce que vous avez un peu de temps pour moi?» La plupart du temps, ils en auront pas, mais peut-être qu'une fois sur 100, ben, il y en a un qui te répondra, qui te dira: «Ah, ton truc m'a intéressé» et il faut être acharné, quoi. Il faut pas harceler les gens, mais il faut, voilà, tu envoies des mé tu te renseignes, tu cherches des personnes qui pourront t'aider, des personnes qui travaillent dans l'édition, tu vas dans ta librairie locale, tu leur dis: «Ah, j'ai écrit un truc, est-ce que vous faites des événements, où vous proposez aux jeunes auteurs?» Je sais pas, ça arrive, il y a plein de librairies, qui font ça, qui te donnent une chance de rencontrer des auteurs, de parler avec des lecteurs dans un groupe de lecture. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il faut s'intéresser à la communauté dans laquelle tu veux, faire parler de toi et si tu t'intéresses, si tu t'investis dedans et ben, tu devrais trouver des voies que tu n'aurais pas trouvées juste en restant, en te disant: «Oh, je vais écrire le manuscrit parfait, je vais l'envoyer à Flammarion, c'est bon, c'est parti parce que je suis génial». Non, tu n'es pas génial, tu ne seras jamais, tu ne seras jamais génial, tu vas juste, avoir écrit un bouquin pour rien. Il va falloir faire le boulot, il va falloir mettre les efforts dedans. Est-ce que tu as, d'autres
projets pour la suite, après Renégat? D'autres idées d'écriture? Alors en termes de web novel, j'ai pas d'autres idées en cours. Pour le moment, je me dis que Renégat, c'est très bien de se concentrer dessus parce que c'est un univers très riche avec, beaucoup de personnages, donc du coup, je peux faire beaucoup de choses avec. Une fois que j'aurai terminé Renégat, un jour viendra, voilà, j'ai des projets d'écriture, plus traditionnels, plus, voilà, une trilogie, de bouquins, de romans. Mais j'ai pas d'autres projets, web novel pour le moment. Là, actuellement, vraiment, ouais, j'écris que Renégat parce que c'est vraiment le truc, qui s'écrit facilement et qui me pour lequel je prends le plus de plaisir. Heu, J'essaie de m'empêcher d'avoir des idées. Parce que si jamais je commence à avoir des idées et de me dire: «Tiens, oh, je peux écrire ça», j'ai peur que ça que je sois frustré et du coup, quand j'écris Renégat, je me dis: «Mais je suis pas en train d'écrire l'autre truc» et donc j'essaie de pas m'éparpiller. Alors je me concentre sur Renégat. Une fois que Renégat sera fini, je prendrai une pause. Une pause pour réfléchir à la suite. Est-ce que tu as une idée là de quelle est la fin, du moins un élément de la fin que tu as prévu dès le début? Oui, non, bah, oui, je sais où je vais. Ça, il y a pas de souci. J'ai ma direction. C'est une direction qui est dirigée par les personnages. Donc elle peut changer si jamais la façon dont on joue avec mes personnages, me pousse à aller dans une autre direction. Mais, je sais déjà, par exemple, quelle planète ils vont visiter, dans quel ordre, à quel moment on va un petit peu explorer le passé de certains personnages. Parce que j'ai fait aussi exprès de prendre ces personnages en cours de route où tu les connais pas, tu ne sais pas d'où ils viennent et au fil des volumes un peu plus tardifs, j'ai envie d'explorer qui ils étaient, comment ils sont arrivés là où ils sont. Donc je vais utiliser la bonne vieille technique de manga du flashback. Heu ouais, en fait, je sais que voilà, il y a il y a un arc, de sur cette histoire, qui est en gros, c'est ils vont aller dans une direction. À un moment, il va y avoir une révélation qui va les faire aller dans une autre direction et donc j'ai mon point du milieu de l'histoire et j'ai, mon point d'arrivée. Est-ce que les as déjà dessinés, ces personnages ou ces planètes? Parce que du coup, tu es aussi illustrateur et tu illustres du coup Renégat. Alors les planètes, je les dessine pas parce que, je suis très nul pour dessiner les décors. Quand je fais mes décors, je les modélise en 3D sur un logiciel, et ensuite je fais un rendu d'une image, de cette modélisation 3D, c'est plus facile pour moi. C'est juste qu'en fait, j'écris avant d'illustrer. Du coup, si jamais j'introduis de nouveaux personnages après, ils seront illustrés au moment où j'aurai déjà écrit. J'ai pas déjà écrit et dessiné les personnages, j'ai pas déjà défini à quoi ils vont ressembler, parce que j'aime les voir se dessiner, au fil de leur personnalité. J'ai besoin de les écrire un petit peu avant de savoir à quoi ils vont ressembler. J'ai besoin un peu d'avoir, une image en tête de qui ils sont parce que ça va influer sur à quoi ils vont ressembler. Comme c'est du dessin, cartoon, manga, l'apparence est très liée à la personnalité. Donc du coup, j'ai besoin aussi vraiment de développer leur personnalité, de voir comment ils fonctionnent sur le papier avant de commencer à leur donner un design. Donc s'il y a un quand je dessine un personnage, c'est déjà qui j'ai déjà écrit pendant 3-4 chapitres. D'ailleurs, l'une des questions que j'allais te poser pour conclure cette vidéo, c'était est-ce que tu aurais un tips d'écriture ou un conseil un peu plus général sur comment se lancer? Comment ça? Ça va beaucoup dépendre des gens. Moi, je sais que quand je veux me lancer sur, j'en perds mes écouteurs. Quand je veux me lancer sur l'écriture d'un nouveau truc, j'ai besoin de comment dire? D'avoir une direction, genre un objectif. Si jamais j'ai pas d'objectif, si jamais je suis pas cadré, je vais pas y arriver. Alors c'est peut-être propre à moi-même, mais se dire: «Voilà, j'ai 1 heure, j'écris pendant 1 heure». Ou alors se dire: «Je dois faire une page», j'écris une page. Se donner des défis ridicules, c'est très bien aussi, hein, juste pour commencer à écrire, se dire: «Voilà, je vais écrire l'histoire d'un haricot, qui est amoureux d'une banane». Et tu écris cette histoire et elle est débile, mais elle te fait commencer à écrire. Ensuite, tu reprends, tu changes le haricot, tu le transformes en un cow-boy et puis la banane, ça devient, une patronne de saloon et bam, tu as un western. Et mais le truc, c'est qu'il faut se donner un petit challenge, un objectif, un truc, heu, pour se lancer. Parce qu'il faut en fait, il faut,
il faut démarrer la tondeuse, quoi. Il faut balancer le truc, voilà, c'est un peu difficile au démarrage, mais une fois qu'elle est démarrée, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Mais, pour démarrer, il faut se donner un petit défi, il faut se dire: «Voilà, je vais faire ça, je me donne ce cadre-là, ces limites, ce défi, ce challenge», je sais pas, prendre un mot au hasard et se dire: «Ouais, je dois placer ce mot, dans un paragraphe de 3 phrases». Tu bam, tu et rien que ça devrait te donner, de l'énergie pour ensuite, bah, attaquer une histoire plus sérieuse et ensuite derrière, moi, ce que je fais souvent, c'est que je commence à écrire une histoire sans plan, donc juste avec ce petit objectif à la con et ensuite je regarde si c'est un truc où je me dis: «Tiens, il y a quelque chose à faire avec ça», bah, je commence à me poser des questions sur ce que j'ai écrit et à définir un plan pour l'histoire qui va se développer après. Est-ce que tu as, hem, du coup, un souvenir, heu, d'écriture, ou plutôt un souvenir, de lecture qui a influencé, ton écriture, plus tard? Un seul en particulier, c'est difficile ça, Plusieurs, c'est possible aussi. moi, en fait, j'ai quand je grandissais, les bouquins que je lisais, bon, il y avait les Harry Potter, il y avait des bouquins comme La quête d'Eowyn, mais il y avait les bouquins de Stephen King, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un auteur souvent sous-estimé parce qu'il est trop populaire, alors qu'il a un talent, juste de construction des histoires qui est vraiment impressionnant et je crois Stephen King, c'est le premier auteur où en le lisant, je me suis dit: «Je peux écrire ça». Parce qu'il maîtrise parfaitement son art, mais il fait rien de compliqué. Il fait jamais rien de compliqué Stephen King. Son style d'écriture, il est pas des myriades, des envolées lyriques, c'est juste, il utilise des éléments simples pour construire des histoires compliquées et vraiment les souvenirs, c'est pas Carrie, c'est Histoire de Lizzie. Il est pas très connu, mais c'était un bouquin de Stephen King que j'avais lu, Histoire de Lizzie, qui est, un sacré pavé en plus, un bon gros truc, mais où juste je me suis dit: «Mais cette histoire-là, elle raconte rien de compliqué. Il y a aucun élément qui est incroyable ou quoi que ce soit. C'est une histoire, voilà, je vois les briques qu'il a utilisées pour construire une histoire et ça me donne envie de faire pareil». Et un autre bouquin un peu comme ça, un autre auteur qui est un peu pareil, c'est Harlan Coben. C'était, Ne le dis à personne, qui est un bouquin que j'adore et ce bouquin, bah, pareil, voilà, il y a rien de compliqué dedans. Il est aussi très cinématographique comme Stephen King, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces 2 auteurs, c'est qu'ils ont une écriture très cinéma. C'est écrit, très visuel, très, dans l'action et je me suis dit: «Ben, voilà, ça, c'est le genre de truc que moi j'ai envie d'écrire» et c'est le genre de truc que j'ai commencé à écrire. Premier bouquin, c'était très inspiré Stephen King et Harlan Coben. Ça, c'est un truc qu'on peut aussi retrouver dans Renégat, l'écriture cinématographique, où avec très peu de détails, on arrive tout de même à visualiser Gorgona. Ouais, bah, moi j'ai la philosophie du, less is more. C'est que moins je t'en dis, plus tu peux en imaginer et j'ai pas envie de te décrire exactement l'architecture des immeubles de Gorgona, ni de te dire comment les rues s'entrecroisent, le nombre de véhicules dans le ciel. C'est pas important. Ce que je veux, c'est que tu aies un sentiment de l'endroit. Si tu as une sensation, une compréhension, émotionnelle de l'endroit, le ton dans lequel tu es, tu vas la visualiser la ville de Gorgona parce que tu et elle sera pas la même que moi j'ai visualisée ou qu'un autre lecteur, a visualisé, mais tu auras cette ville qui va vivre dans ton esprit. Si jamais je te la décris, tu vas très bien la voir, mais tu vas pas la vivre. Et donc du coup, moi je pensais vraiment, tu as besoin de quelques petites pistes quelques petits pointillés, ensuite tu vas pouvoir les relier toi-même et ça te créera une image plus vive dans ton esprit aussi. Et c'est ce que j'essaie de faire tout le temps quand je vais décrire un endroit, c'est, à part si la configuration de l'endroit va servir dans les événements, je ne veux pas, le décrire en détail. Je veux juste donner une sensation, une silhouette de l'endroit que les gens pourront remplir comme ils veulent. Et pour finir, est-ce que tu as un livre favori? Un livre favori, je déteste avoir des favoris et des préférés. C'est un truc, la hiérarchisation de ce que j'aime, c'est très compliqué pour moi, parce que si jamais je dis que j'ai un livre favori, ça veut dire que les autres livres que j'adore, c'est pas je les aime moins, alors que c'est pas vrai. Ce que je vais faire, je vais plutôt, recommander une lecture. C'est Ouais. pas mon favori, mais c'est une lecture que j'ai en ce moment et qui, pour moi, est merveilleuse parce que ça montre ce qu'on peut faire avec les mots et parce que ça a été très bien traduit en français aussi. Moi, je l'ai lu en anglais, mais je sais que les traductions françaises c'est ce qui se fait de mieux.
c'est les bouquins de Terry Pratchett. Alors il y en a 46, hein, des bouquins, mais 46 ou 47, je sais plus, mais c'est le Disque Monde de Pratchett. C'est juste un homme qui a trouvé les limites de l'écriture et qui s'est dit: «Qu'est-ce qui se passe si on va derrière? Qu'est-ce qui se passe si on continue?» Et alors ça avec un humour incroyable, avec une plume, mais je trouve magique Pratchett. C'est un auteur, il ça me fascine la facilité avec laquelle ces mots te créent une ambiance, te créent une image, te font rire, te font, enfin, c'est déjà c'est un ouais, c'est un auteur qui a un humour incroyable. L'humour britannique en plus, hein, quelque chose de très, très sec, très sarcastique, heu et en même temps, c'est juste il y a une poésie dans ses mots, il y a une il a toujours un recul sur tout ce qu'il écrit qui fait qu'on a du mal à le prendre au sérieux, mais il maîtrise tellement que tu te retrouves à prendre ces trucs ridicules au sérieux. Et vraiment le Disque-monde de Pratchett, c'est un plaisir à lire. En plus, il y en a des tonnes à lire et ils se lisent super facilement. C'est des Je te dis, il y a 46 bouquins, mais tu les lis en un rien de temps parce que, tu t'es happé dans son univers, heu et vraiment Pratchett, ouais, je recommande complètement. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accordé de ton temps. Bah, merci de Je sais que m'avoir tu es écouté. assez chargé en ce moment. Non, mais c'était un plaisir, c'était un plaisir. En tout cas, merci. Et du coup, j'encourage à tous nos auditeurs de lire Renégat, qui sort tous les dimanches. Bah, merci bien. For the people who are listening to this podcast, let us know your thoughts on our social media. And until next time, keep on reading and stay safe.